Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Le rire a été votre moteur et pas seulement quand vous avez prononcé ce mot sur les tournages de films que vous avez réalisés. Un passé lointain a en particulier fait de vous un réalisateur toujours très présent. Bonjour Jean-Marie Poiré. Bonjour. Alors c'est vrai qu'on vous retrouve non pas avec un film, mais avec un livre, Rire est une fête, chez Michel Lafon, qui sont vos mémoires cachent. Et c'est vrai que vous aviez plein de choses à raconter. On va évoquer ces mémoires, mais en même temps évoquer votre parcours, parce que le principe des clés d'une vie, c'est d'évoquer votre parcours depuis les débuts. Les clés d'une longue vie, alors. Voilà. Et alors, la première date que j'ai trouvée, c'est le 15 février 1974. C'est la première fois qu'on parle de vous dans les journaux, et pas dans n'importe quel journal, Rock et Folk. Dans le numéro 85, il y a un article écrit par Paul Alessandrini à propos du premier groupe français qui ose se présenter comme un groupe de rock. Alors là, c'est pas Jean-Marie Poiré, c'est Martin Dune. C'est Martin Dune, voilà. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais oui, parce qu'en fait, j'avais commencé à chanter en Amérique. D'une façon parfaitement accidentelle, en vérité. J'habitais à l'époque, c'est dans les années 60, 70, 71. J'habitais la Californie. Et pour vivre, j'avais fait des films en 8 mm, qui étaient des films assez... pratiquement de la peinture, c'était des films à double exposition, un peu psychédéliques, à moitié porno en fait d'ailleurs. Bon, il y avait beaucoup de nus au milieu, et c'était assez sympa. Et je passais ces films dans les soirées et on se faisait payer en cash, voilà. Bon. C'était participation aux frais, voilà. Et je m'appelais Martin Blues à l'époque, Blues B-L-O-O-S. Et puis ce truc a pris de l'ampleur en fait. J'ai la chance que la vie me sourit souvent. Et donc ce truc a pris de l'ampleur. Au début c'était pratiquement faire de la manche dans le métro quoi. Et puis petit à petit c'est devenu presque une entreprise. Et un jour une femme très très chic m'a appelé pour me dire vous êtes Martin Blues entreprise. Voilà, j'ai l'anniversaire de mon mari. Est-ce que vous feriez une soirée? Combien vous prenez? Alors j'ai dit, je lui ai expliqué le système du cash. Elle a dit c'est très original. Et du coup, on s'est retrouvés dans une soirée. Je n'ai jamais vu de ma vie entière autant de Lamborghini, de Bentley décapotables. C'était tout le fric possible de la Californie qui était là. Et il y avait des montagnes de billets. Et voilà, donc je me suis retrouvé là, et ce jour-là, tout a foiré. Mes projecteurs tombaient en panne, j'avais une nana qui me mettait des photos qui plaisaient beaucoup, qui n'est pas venue. Tout a été une horreur et elle est venue gueuler en disant « faut rendre l'argent, vous allez prendre le micro ». Bon. Et j'avais un associé mexicain qui était un petit peu un bandit et qui a dit « mais attendez, vous n'avez pas entendu Martin chanter, c'est la deuxième partie du spectacle. La première est un peu merdique, on a eu des problèmes techniques, c'est vrai. Attendez voir la deuxième partie quand Martin chante ». Je n'avais jamais chanté de ma vie. Bon, donc j'ai appris que je suis chanteur. Donc elle s'en va, elle dit ah bon bah alors on va attendre. J'ai dit mais t'es marteau quoi, mais tu vas chanter sa chanson. Alors j'ai dit ma chanson, j'avais écrit une chanson qui avait 3 couplets, voilà. Bon. Donc j'avais 3 couplets. Ça commençait bien les paroles parce que là ça commençait par quand j'étais petit j'avais envie d'être Nana Turner. C'est pas un rêve bizarre. Bon. Donc ça c'était marrant comme début. Mais enfin bon, j'ai dit mais qu'est-ce que je fais? Il m'a dit écoute regarde le pognon, il faut qu'on le fasse. Donc je suis parti et j'ai improvisé pendant 45 minutes, les yeux rivés sur le pognon. Et j'ai fait une impro, j'ai inventé n'importe quoi. En fait, j'ai raconté le script que j'avais dans la tête, que je voulais écrire. Et comme je parlais avec un accent épouvantable, à la Maurice Chevalier, bon, ils étaient pliés en quatre de rire. Et j'ai commencé comme ça, comme chanteur, en réalité. Donc j'ai commencé comme chanteur aux États-Unis. J'ai d'ailleurs failli faire un cabaret de New York ultra connu qui s'appelle Max Kansas City, où tout le monde a commencé. Betty Midler, Velvet Underground, Bruce Springsteen, tout le monde a joué là. Et d'ailleurs, le bonhomme m'a dit « Ah ouais, j'aime bien ce que tu fais, je vais t'engager ». Et je pouvais pas payer mon hôtel, j'avais plus un radis. Donc j'ai dit, j'ai combien comme avance? Il dit, tu te fous de ma gueule? Comme avance? Mais il dit, tu dois payer pour jouer ici. Donc ici, tout le monde a commencé ici. Alors voilà, ton salaire, c'est
90% de réduction sur le premier whisky, deuxième whisky, 10% de réduction, après tu payes de ta poche, ça va? Bon. Donc j'avais plus un rond, et là j'ai eu la chance, comme j'avais déjà écrit des films, que Lautner m'appelle pour me proposer de retravailler sur un film d'ailleurs qui ne s'est pas fait. Mais bon, alors j'ai dit d'accord, mais ils m'ont envoyé un billet en first en plus, donc je suis revenu au cinéma. Voilà. Mais cet orchestre où vous chantez Lola Cola, Oui. là aussi, c'était un orchestre un peu particulier. Je crois que vous répétiez à Villejuif, Oui. qu'il y avait le financement avec des petits vols de motos, trafic de cam, c'était C'est ça? pas moi. Non, non. Moi, je ne volais rien. Non, et c'est vrai qu'ils m'avaient dit, on a tout le matériel, on a du matériel. Ils avaient un matériel fou. Ils avaient un studio, et en fait, le matériel, j'ai dit, mais oui, il vient d'où? On l'a acheté à la maison de la radio. Ils avaient dit. Donc ils étaient venus à la maison de la radio avec un camion. Ils avaient embarqué un studio pratiquement, et moi j'avais écrit une chanson. Et j'avais une amie qui était une chanteuse merveilleuse qui malheureusement est décédée, qui s'appelait Tally Brown, qui est une chanteuse de jazz et une chanteuse de blues extraordinaire. Je voulais lui envoyer la chanson que j'avais composée, et ils m'ont entendu, et c'est là qu'ils m'ont proposé de faire un groupe. Et je l'ai fait au début par amusement. Il s'est trouvé que j'ai été embarqué par la vie. C'est-à-dire que tout à coup, on avait un copain qui était un pianiste mondialement connu, qui s'appelait Alexis Wassenberg. Oui. Bon, Alexis Wassenberg est venu. Il a dit, je vais revenir avec un copain à moi. Bon, et il revient avec le patron. Son copain, c'était le patron de Pathé Marconi. Donc, il vient, on joue, et il se trouve que bon, on fait ce disque. Et alors, pour la petite histoire amusante, à un moment donné, d'ailleurs, ça relie un peu le cinéma, parce que je l'ai un peu raconté dans un film qui s'appelait Mes meilleurs copains. Mais j'ai été poursuivi par un jeune homme qui me suivait partout, à tous les concerts, et qui me disait « Pourquoi tu restes avec eux? Viens, c'est toi qui as du talent, laisse tomber, je te fais signer chez United Artists. » Bon, donc j'ai trahi mon groupe pour aller signer chez United Artists en tant que Martin Dune tout seul, qui a été un fiasco total. Bon. Et alors je leur ai conseillé, il y avait une fille qui tournait autour du groupe, qui chantait très très bien, qui était américaine, elle chantait très bien, elle était amoureuse de mon bassiste, et quand je m'en allais, je la voyais faire des bœufs, et à un moment, on nous a proposé de faire l'Olympia, première partie d'un groupe anglais, et ils sont venus me redemander, est-ce que tu veux pas le faire avec nous pour faire l'Olympia? Il faut faire l'Olympia. Alors j'ai dit, écoutez, prenez Chrissy, et ils ont engagé cette américaine, qui, 2 ans après, était la première vedette mondiale, puisqu'elle était la chanteuse de Pretenders. Et voilà. Donc, en fait, et d'ailleurs, elle en parle toujours, Chrissy Hynde, la chanteuse de Pretenders, a commencé dans mon groupe, les Frenchies. Vous avez aussi été photographe sous le pseudonyme d'Antonin Berg, je crois, Oui. Jean-Marie Poiret. Ça, c'est une autre vie, ça. En fait, je voulais pas du tout faire de cinéma. Pas du tout, non. Non, pas du tout. J'hésitais beaucoup entre la photographie pour une raison très profonde. Très profonde. En fait, j'avais vu un film d'Antonioni qui s'appelait Blow Up, qui était sur la photographie de mode, et je trouvais que le photographe était entouré de bombes. Donc, je me disais, ça c'est un métier merveilleux. Voilà, photographe de mode. Enfin, on n'a pas le temps du tout de s'occuper des bombes. Oui. Généralement, c'est l'assistant qui les saute, parce qu'on s'occupe d'autre chose. Bon. Alors, j'hésitais entre photographe de mode et prix Nobel de littérature. Voilà. Oui. C'était les 2 jobs, ce qui me faisait hésiter. Et en fait, j'ai choisi finalement, ou c'est plutôt le cinéma qui m'a choisi. Mais c'est assez amusant parce que le cinéma, c'est une photo médiocre avec une littérature médiocre. Mais c'est la combinaison des deux qui finit par faire des très bons films. Oui, et le premier qui a cru en vous, c'est Bernard Blier qui a dit « Toi, tu es de la roulotte ». Oui, il pensait que j'étais un saltimbanque, je l'amusais beaucoup. Mon père était un grand producteur de films. Alain Poiret, bien sûr. Voilà. 200 films, je crois. 350 films, 500 millions de spectateurs. Oui. Donc vraiment une carrière absolument légendaire. Mais alors il trouvait que le cinéma n'était pas du tout... En fait, il n'avait aucune confiance dans l'avenir du cinéma. Donc il me disait, non, tu vas faire avocat, tu vas faire ce que tu veux, mais tu vas faire des études. Donc il voulait pas. Et c'est vrai que Bernard Blier avait repéré que j'avais l'âme d'un saltimbanque, en fait. Mais c'est vrai que Bernard Blier a une particularité, il arrivait sur le plateau en disant « Bonjour les cons Oui, bonjour mes cons. ». Oui, comme ça. Ouais, tous les matins, bonjour mes cons.
Mais c'est un personnage aussi. Vous savez que, je ne sais pas si vous le savez, mais quand il déjeunait, il prenait un premier plat dans un restaurant, il payait, et un second plat dans un autre restaurant, il payait, et le dessert dans un troisième restaurant. C'est un personnage extravagant. Totalement dur quand même. Et très drôle, avec des tas de formules. Et d'ailleurs, il disait beaucoup, ce qui était vrai, d'ailleurs, qu'Audiard lui piquait des phrases. Et parce qu'il avait quand même un sens de la formule. Bon, il m'amusait beaucoup. Bon, il avait toujours une espèce d'argot, de gouaille, qui était extrêmement sympathique. Et j'étais d'ailleurs ravi de le retrouver quand j'ai fait Twist égal à Moscou. Alors qu'il m'avait refusé de jouer dans Papier fait de la Résistance. Alors justement, ça c'est votre carrière de cinéma. On va en parler dans quelques instants à travers une autre date, le 9 janvier 1978. A tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Marie Poiret. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-Marie Poiret pour son livre Rire est une fête chez Michel Lafon, des mémoires cash. Alors, on a évoqué vos débuts dans la chanson, on va évoquer bien sûr ce livre tout à l'heure, et le rire. Mes débuts et ma fin précoce. Oui, mais enfin, il y a eu d'autres choses. Alors, le 9 janvier 1978, c'est votre première télé. On vous découvre sur le tournage de votre premier film. C'est vrai que ça bloque les mecs quand on les drague. Mais aussi, tu leur sautes dessus Les comme petits si c'était câlins, des qui est un film qui est finalement en avance sur son temps, puisque c'est l'émancipation des femmes à la fin des années 70, avant tous les mouvements d'aujourd'hui. Oui, c'est un film que j'ai écrit parce que j'étais assez agacé par le fait que, à cette époque, toutes les stars étaient des hommes. En dehors de Romy Schneider et de Annie Girardot, il y avait deux vedettes féminines quand même. Mais il y avait Belmondo, Delon, Noiret, De Funès, Gabin encore, qui n'avait pas fini sa carrière. Il y avait que des hommes, c'était que des histoires d'hommes. Et moi, ça m'agaçait beaucoup parce que j'ai souvent fait des films en fonction de ce que j'aurais aimé voir, moi, comme spectateur. Et en l'occurrence, les femmes changeaient d'une façon considérable. Et je trouvais ça très, très intéressant. Et donc, j'ai écrit ce scénario. Je n'ai pas trouvé d'ailleurs de metteur en scène pour le faire. Et après, j'ai décidé de le faire moi-même. J'ai eu la chance de tomber sur un producteur qui en plus était un producteur porno. Oui. Donc c'est un truc de fou. Mon frère, Philippe Poiret, avait une entreprise de très importante qui s'appelait le Groupe Expand. Oui. Et comme beaucoup de ces grosses entreprises, à Roland-Garros, ils faisaient des espèces de déjeuners mondains. Et après, on allait voir dans les loges Björn Borg massacrer tous ses partenaires. Et donc, ce jour-là, il y avait ce type qui avait gagné beaucoup d'argent dans le porno et qui m'avait dit « Je voudrais faire un film de porno intelligent ». Alors, je lui ai dit, c'est quoi un film de porno intelligent? Alors, j'ai dit, vous voulez dire érotique, c'est-à-dire, bon, j'aimais beaucoup Georges Bataille, par exemple. Donc, j'ai dit, vous voulez... Oui, comme ça, mais quand même, avec quand même des scènes de porno. Alors, bon, finalement, j'ai dit non, évidemment. Et, bon, on a parlé de ce scénario, et il m'a dit, ah, ça m'intéresse. C'est pas mal. Et donc, il a proposé de le faire. Et puis après, il n'avait pas assez de sous, donc il est allé voir un producteur connu, c'est-à-dire mon papa. Oui. Et puis après, il a trouvé mon papa épouvantable, parce que ton père est un tyran, il n'écoute pas ce qu'on dit. Bon. Et en vérité, je crois d'ailleurs que ce producteur, c'est pas très dans l'ère d'aujourd'hui, mais ce producteur voulait faire... ça lui plaisait beaucoup, un sujet avec les femmes, parce que comme il faisait des films porno, il avait affaire à des actrices... qui étaient des actrices pornographiques professionnelles. Et donc, il s'était dit, je vais élargir mon champ de tir. Donc, il voulait rencontrer des jeunes actrices. Voilà. Alors, sur ce film, il y a une particularité, c'est que Edmond Séchant, votre directeur de la photo, a un fils qui, en même temps, est en train de démarrer, qui est Renaud. Qui est son neveu. Son neveu. Et il démarrait en même temps. Exactement. Ouais. Renaud démarrait en même temps. Et d'ailleurs, j'ai rencontré Renaud... à la sortie de mon film, on a fait une émission de radio ensemble. Je crois que c'était RTL, qui avait un chapiteau à Lyon. Oui. Et on s'est retrouvés... c'est comme ça que j'ai connu Renaud à ce moment-là, qui commençait à débuter, que je trouvais absolument génial. Et moi, je présentais... D'ailleurs, c'était assez drôle, parce que le coproducteur du film était Yves Robert. Et alors, il avait vécu une journée de cauchemar. Il y avait une émission à l'époque où on mettait un personnage dans une voiture, oui, enfermé en plein soleil dans une DS.
Et ce qui est stupéfiant pour la radio, parce que on aurait pu mettre dans une voiture qui ne soit pas vraiment dehors. Donc les gens tapaient sur la carrosserie en disant qui est là-dedans, qui est là-dedans. Et donc il y avait un concours à découvrir qui était le personnage dans la voiture. Bon. Et il avait passé une journée d'enfer en plein soleil à Lyon, place Bellecour. Le malheureux, pour m'aider à la promotion de mon film, il est sorti exsangue de cette voiture en eau. Et votre premier film, en réalité, c'est une interview de Françoise Sagan à la Tour Eiffel, je crois. Oui, alors ça c'était pas supposé être mon premier film. J'étais en fait à l'époque stagiaire. Mon parrain était directeur de Gaumont Actualité. Et c'est mon parrain qui a... Mon père, j'étais fâché avec mon père, j'avais fait une fugue, je voulais être artiste, je ne voulais pas continuer mes études, c'était une grosse fâcherie. Donc mon parrain est intervenu, a dit je vais le prendre comme stagiaire, assistant opérateur aux actualités. Alors il se trouve que les opérateurs d'actualité étaient très bons chefs opérateurs, mais ils étaient un peu des bourrins parce qu'ils avaient pas beaucoup, ils avaient l'habitude de filmer du sport, ils filmaient très bien à la va-vite, c'était comme ça, mais ils n'avaient pas beaucoup le rapport avec les gens. Et moi, j'ai toujours eu un très bon contact avec les gens, donc je me suis retrouvé par hasard metteur en scène, parce qu'ils sont arrivés chez Sagan, et puis Sagan était très timide. On n'entendait pas un mot de ce qu'elle disait, tellement elle parlait bas. Oui. Donc, ils étaient complètement paniqués. Et puis, je sais pas pourquoi, j'ai parlé avec elle 5 minutes. Ils m'ont dit, mais elle t'a à la bonne. Alors, vas-y, occupe-toi du truc, pose-lui des questions. Donc, j'ai improvisé des questions. Et j'ai même, à un moment donné, je trouvais ça statique, son appartement, qui était un peu triste, qui était au Champ de Mars. Et j'ai dit, tiens, c'est d'ailleurs une liberté incroyable. Ça n'existerait plus aujourd'hui. Aujourd'hui, film sur la Tour Eiffel, il faut demander 6 mois à l'avance une autorisation. Là, j'ai dit, on y va, on a pris 3 tickets, on est monté avec les caméras dans les ascenseurs, et elle m'a dit, c'est incroyable, j'habite en face, je ne suis jamais monté dedans, je n'ai jamais vu Paris de là-haut. On a extraordinairement sympathisé. C'était une femme d'une drôlerie incroyable, elle ne pensait qu'à dire des bêtises, et comme je n'aime dire que des bêtises, on riait comme des bossus, et on est devenus très copains. Et puis quelqu'un qui vous a vraiment mis le pied à l'étrier, Jean-Marie Poiret, c'est Michel Audiard. Ah, c'est mon papa de cinéma. Michel, c'est une rencontre incroyable parce que je n'ai jamais su d'ailleurs pourquoi. Je crois que ça a été une sympathie littéraire en réalité. Parce que j'ai rencontré Michel dans un cocktail mondain. Moi, j'étais là parce que j'avais pas de sous, donc j'étais avec une copine, j'ai dit avant d'aller en boîte, on va aller manger gratos. Donc, parce qu'à l'époque, il y avait des gros buffets, c'est plus comme maintenant il y a du saumon avarié, mais ouais. À l'époque, il y avait vraiment des grands traiteurs qui amenaient une bouffe magnifique. Donc, on se bourrait de petits fours. Oui, et puis on entrait comme on voulait. On rentrait comme on voulait. Et là, j'ai eu Audiard qui m'a parlé, et une discussion mondaine de 3 minutes est devenue une discussion très amicale qui a duré 20 minutes, un quart d'heure. On a parlé de littérature, et moi, je m'entends toujours avec les gens sur la littérature, en fait. C'est pas une blague quand je dis que j'aurais dû être prix Nobel de littérature, parce que mon ambition, c'était la littérature, les livres. Et Michel est l'homme le plus cultivé que j'ai connu. Il avait lu tous les livres. Et donc, on a parlé de plein de choses. Et j'ai eu le bol d'aimer des amis à lui, en fait. Moi, j'étais fan d'Antoine Blondin. Faut débile pour pas être fan de Blondin. Oui. Mais je ne me rendais pas du tout compte que c'était un copain à lui. Et après, j'ai rencontré Blondin, dont la conversation n'était pas aussi amusante que ça, parce qu'il parlait que de sport et de vélo. Oui, quand il l'avait pas bu. Oui, quand il l'avait pas bu. Après, il parlait plus du tout. Et puis, on a parlé de Perret, du caporal épinglé, de plein de gens que j'ai rencontrés chez Michel après, en fait, parce que c'était ses amis. Voilà. Et on est devenus amis littéraires, comme ça, et puis un beau jour, il m'appelle, et c'est pas lui qui m'appelle, sa secrétaire me téléphone, il me dit, voilà, Michel Audiard voudrait vous voir pour que vous travailliez pour lui. Et j'ai été depuis devenu assistant, je n'avais aucune envie de continuer comme assistant, et j'y étais, mais vraiment avec les pieds de plomb. Et je me suis dit, j'aime tellement ce type-là, je le trouve tellement brillant, je vais quand même y aller, bon...
Mais en arrivant, je me suis suicidé. J'ai dit, Michel, avant qu'on commence à parler, je ne veux pas faire assistant. Voilà, je préfère crever de faim, je ne veux pas faire assistant. Elle m'a dit, mais pourquoi tu penses que je veux te faire assistant? Non, je veux que tu sois auteur. Bon. Je lui dis, pardon? Ouais, je veux que tu sois auteur. J'ai écrit mon premier film, je veux que tu sois auteur. Alors, Alors, cette histoire que je raconte est un mensonge total, parce que j'oublie un détail. Il m'a bien promis d'être auteur, et j'ai été auteur, mais il m'avait pas dit qu'on était 7. Oui. Donc, il ne prenait aucun risque, en réalité. Donc, voilà, on était 7 auteurs, autour de la table. Donc, il avait mis plein de gens, et bon. Et alors, bon, moi, ça m'avait un peu agacé, parce que je me suis dit, déjà, on est mal payé, mais il faut diviser par 7. Donc, c'était compliqué. Alors, bon, ça m'a pris un ou deux films pour virer tout le monde. Et c'était pour prendre Les Enfants du Bon Dieu pour des canards sauvages. Exactement. Les films qu'il réalisait, qui à l'époque ont été critiqués, mais qui sont des chefs-d'œuvre aujourd'hui. Oui, formidable film. Très gros succès, formidable film, et une rencontre incroyable. Cet homme m'a tout appris, en fait. Il était génial, on est bien d'accord. Une autre date importante dans votre vie, c'est le 26 octobre 1983. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Jean-Marie Poiret. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité est Jean-Marie Poiret pour ses souvenirs. Et Rire est une fête chez Michel Lafon, un livre à ne pas manquer, parce que moi en le lisant j'étais mort de rire, donc on va en parler tout à l'heure. Mais déjà vos souvenirs sont déjà des souvenirs souriants. On a évoqué vos débuts, votre envie de ne pas faire du cinéma, et c'est peut-être la seule chose que vous avez ratée. Et puis il y a le 26 octobre 1983 avec un film qui est sorti. Fait de la résistance, un film qui n'aurait jamais dû se tourner au départ, Jean-Marie Poiret. Oui, c'était un film qui était beaucoup trop cher. Et en fait, au départ, c'était un film qui avait... C'était une pièce de théâtre de Martin Lamotte et Christian Clavier. Et quand ils ont proposé au producteur, moi, j'étais pas encore dans le coup, il avait dit, mais c'est beaucoup trop cher, alors on va prendre une vedette pour compenser, parce que vous n'êtes pas assez connu, et donc on avait obtenu l'accord de Louis de Funès pour jouer Papy. Et Louis est mort, malheureusement. Alors, d'abord, Louis de Funès était un type qui adorait la comédie, oui. Donc il allait voir toutes les pièces de théâtre, il connaissait tous les acteurs, il avait adoré cette pièce, il avait adoré Le Splendide, et donc il était très content de faire ça. La seule chose qu'il voulait, c'était un rôle qui ne soit pas trop long, parce qu'il venait d'avoir un problème cardiaque, il ne voulait pas se fatiguer trop, son cœur en tout cas, et pas un truc dans lequel il courait partout. Il avait peur de courir, de cette énergie qu'il donnait dans les autres films, il ne voulait pas le faire. Mais en plus de ça, moi, j'ai une histoire d'amitié avec Louis de Funès, parce que j'ai connu Louis de Funès sur des films où j'étais assistant. Le Grand Restaurant, je crois. Le Grand Restaurant et Oscar, bon. Et il m'adorait, parce que, en particulier sur Oscar, toute l'équipe le vomissait. Alors maintenant, les gens, depuis qu'il est mort, depuis qu'il est devenu une légende, personne ne va reconnaître ça et tout. Moi, dire, je l'ai toujours aimé, mais c'est pas vrai. Les gens le détestaient, les techniciens le détestaient, ils ne riaient pas, faisaient leur job sérieusement, et même avec un certain mépris pour lui. Donc la seule personne sur le plateau d'Oscar qui riait, c'était moi. J'étais la seule personne qui avait généralement une manche de pull-over pour pas faire de bruit, et il me voyait du bout du plateau, et il avait compris que j'étais un fan, j'étais son fan, et d'ailleurs j'ai même un jour réalisé que c'était moi qui dirigeais le film, parce que c'est hallucinant comme histoire, mais figurez-vous que bon, j'avais un rencard avec une beauté, je ramais comme un malade pour avoir ce rencard, parce qu'elle avait une aventure avec un garçon beaucoup plus joli que moi, plus âgé, très marrant, et qui avait une Jaguar en plus, donc je vous dis pas le problème. Bon. Et j'avais réussi à choper un rencard, et puis au dernier moment, elle me fout un lapin, elle me fait appeler pour dire non, je peux pas tromper mon copain, c'est pas possible. Je me dis, mais on dîne ensemble, c'est pas. Oui, je te connais. Après, on dîne ensemble, puis après tu voudras que non, alors laisse tomber. Donc j'étais au bord du désespoir.
hésitant à me jeter dans la Seine ou à partir à marcher droit devant jusqu'au périphérique, voilà, et me jeter sous une voiture. Et donc je suis revenu dans un état de morosité sur le plateau total. Je me suis assis dans un coin du plateau sur mon petit tabouret au fond du plateau. Et là, j'entends un truc qui me réveille parce que j'entends 46e et un clap. Puis 47e, un nombre de prises considérable. Donc je fais, mais qu'est-ce qui se passe? Et je voyais Funès, les yeux rivés sur moi, paniqué, parce que je ne riais pas. J'étais au bord des larmes. Donc, et j'ai compris qu'en fait, il disait à Molinaro, ah ben celle-là est bonne. C'est quand je riais, en fait. Bon. Et quand c'était mon père qui produisait le film. Donc je dis, oh merde, il faut que je fasse un effort. Donc, malgré mon désespoir intense, j'ai fait ha. Et j'ai entendu dire, bon, celle-là est bonne. Voilà. Alors, Papy fait de la résistance se fait, Jean-Marie Poiret, avec l'équipe du Splendide finalement, plus Jacqueline Maillan, ça n'a pas été facile parce que Maillan, elle était excellente au théâtre, sauf, et c'est Pierre Barillet qui me l'a raconté, quand il a allé voir la pièce le soir, elle avait changé les choses sans prévenir les auteurs. Oui, d'abord, elle inventait du texte. Elle rajoutait des choses et surtout le problème de Jacqueline, c'était que c'était la reine du théâtre. Tout était fait autour d'elle. Tout le monde, tous les autres acteurs étaient des faire-valoir de Jacqueline Maillan. Et là, elle s'est retrouvée dans un film dans lequel c'était pas le cas. C'est-à-dire que il y avait d'autres comédiens, il fallait donc aussi qu'ils jouent. Et donc c'est la première fois qu'elle était comme ça en butte. Alors ça l'agaçait un petit peu. Et la deuxième chose, c'est que les gens ne savent pas, mais Jacqueline Maillan a commencé avec De Funès dans Les Branquignoles. Bien sûr. Voilà. Et il y a même une scène formidable, c'est qu'elle rentre en scène en disant il y a une fuite de gaz. Pierre Brasseur sort affolé. Il a compris que c'était un gag et il l'a engagé dans une pièce d'Anouilh ensuite. Ah oui, c'est incroyable. Et ben voilà. Et donc elle était l'amie de Funès. Et donc leur chemin s'écarte. Il devient la méga star de cinéma qu'il était, et elle devient une vedette de théâtre. Elle a toujours été un peu frustrée par ça. Donc, quand elle est arrivée sur Papy, j'étais absolument accablé, parce que le premier jour de tournage, elle m'a demandé de rajouter du texte. Donc, j'ai dit, écoutez, si vous rajoutez du texte, on le fera. On va faire d'abord la prise qui me plaît, et puis après, je ferai un essai avec vous pour avoir le temps de réfléchir si c'est bien ou pas bien. Mais je peux pas, au déboté comme ça, accepter votre truc. Ce qui lui a pas tellement plu. Et la deuxième chose, c'est que j'ai vu qu'elle en faisait des wagons. C'est-à-dire que au théâtre, les acteurs finissent par s'ennuyer. Et donc, petit à petit, ils en rajoutent. Le public rit, donc ça les conforte dans ça. Ce qui est d'ailleurs ce que Pierre Mondy, qui est un fantastique metteur en scène de théâtre, appelait les mauvais rires. Parce qu'il dit, il y a un moment où on dépasse l'histoire, où on dépasse le scénario pour faire des singeries. Voilà. Et elle a commencé par des singeries. Alors j'étais absolument effondré. Donc j'ai dit couper, j'ai dit c'est formidable. À l'époque j'étais encore un peu diplomate. Après j'ai peut-être pris la grosse tête, je l'étais moins. Mais à cette époque-là j'étais encore humble. Et donc j'ai dit Jacqueline, formidable, on va changer la caméra de place, venez, je veux vous parler. Donc je l'ai emmenée à part et je lui ai dit écoutez, voilà, il y a un malentendu, Jacqueline, je vais vous demander de ne pas être drôle. Elle m'a dit pardon. Je lui ai dit oui, vous serez toujours drôle. Je lui ai dit, je voudrais que vous soyez chic. Je voudrais que vous soyez Maillan, en fait. Je vous ai pas engagé pour faire le pitre. Je vous ai engagé parce que... J'ai dit, vous voyez la Calas? Il n'y a pas plus chic que la Calas. Il n'y a pas plus snob. Mais votre vie aussi. J'ai dit, vous passez vos vacances à Saint-Tropez, vous êtes sur des rivas, vous avez un appartement sublissime, avec la plus belle vue de Paris. Je veux même dire, il paraît que vous êtes assez chiante au théâtre. Enfin, pardon? J'ai dit, oui, il paraît que vous êtes une diva, vous êtes un peu emmerdante. J'ai dit, soyez ça. Soyez la Maillan. Alors elle a été un peu vexée, elle m'a dit écoutez, je ne voyais pas les choses comme ça, moi je vais essayer, ce qui prouve d'ailleurs l'extraordinaire talent et humilité de ces acteurs. Et je dois dire qu'elle m'a foutu les larmes aux yeux parce qu'à la fin du film, elle a frappé à la porte de ma loge et elle m'a dit je suis venu vous remercier de votre direction parce que c'est absolument formidable. Je suis enchanté de ce rôle et elle était un pur génie dans ce rôle. Alors, il y a aussi un film génial que vous avez réalisé et dont la bande originale est un classique.
Les Visiteurs, qui au départ est une histoire que vous aviez imaginée à 17 ans, je crois, Jean-Marie Foiré. Oui, c'était un court-métrage. En fait, j'avais été épaté par la place d'Arras, qui est une splendeur. Et j'avais trouvé tellement jolie cette place que j'avais imaginé un court-métrage avec un bûcher, une sorcière, et puis j'avais marqué le postulat. En fait, c'était une femme, sa sœur, elle était brûlée, et elle jetait un sort. Et en pendant ce temps-là, sa sœur mettait du poison dans le vin du Seigneur. Et comme, vous savez, les enfants de chœur où on buvait le vin de messe en cachette, donc il avait un valet qui buvait en cachette un peu de son pinard, et les deux partaient parce que ce sort faisait aller dans le temps. Et c'était une histoire assez triste. Et j'avais écrit ça, et c'était un court-métrage, un grand spectacle, il faut être complètement une prétention pour imaginer qu'on allait me donner du pognon pour faire ça. Donc je m'étais dit, ça va le faire si j'ai une vedette pour le faire. Alors j'avais un plan machiavélique. J'ai proposé Jacouille à un acteur qui s'appelait Robert Dalban, qui jouait dans Les Tontons Flingueurs, qui passait ses week-ends chez mes parents. Et je savais qu'il était très, très copain avec Robert Hossein, qui était une grosse vedette à l'époque. Donc j'ai proposé le rôle du valet à Dalban. Et je lui ai dit, tu crois que Robert ferait le chevalier? Il me dit, je vais lui faire lire. Bon. Donc je m'étais dit, si j'ai Robert Hossein, alors je vais trouver du pognon pour faire ce court-métrage. Et Hossein a été très, très malin, parce qu'il a battu en touche, il ne voulait pas se fâcher avec le fils d'un producteur. Donc il m'a dit, c'est tellement génial, tu devrais en faire un long. Voilà. Et donc, c'est comme ça que c'est né. Robert Dalban et Hossein étaient copains, ils jouaient dans tous ces spectacles. Et moi, je me souviens de Danton et Robespierre, où ils ont bien dîné avant. Et Robert Dalban s'est endormi pendant la représentation. Il s'est réveillé soudain. Il a parlé du dîner et d'autres choses. Oui. On a dû baisser le rideau. Ah là là, c'est génial. Oui, c'est génial. Alors, très copain, très copain. Un personnage extraordinaire. Alors, Les Visiteurs, là aussi, ça a failli se pas se faire parce que le producteur Alain Terzian, qui n'est pas vraiment un artiste, a pensé que ça ne marcherait jamais, que les films du Moyen-Âge, ça marchait jamais. Oui. Il a pas voulu le faire. D'ailleurs, il ne l'a pas fait, en fait. Il a signé comme producteur, mais en réalité, il était que producteur exécutif, puisqu'il a refusé de faire le film. Et moi, il m'a dit, c'est pas possible. Des films sur le Moyen-Âge qui ont marché, il faut remonter à François Ier en 1952. Alors j'ai dit, c'est génial. Parce que ça, on a une autoroute. Vous voulez toujours faire le film qui a marché l'année d'avant. Oui. Il est déjà fait. Je me souviens, c'était La tendresse bordel. J'avais dit, voilà, donc vous voulez faire maintenant. Bonjour bordel, comment vas-tu bordel, etc. Donc j'ai dit, voilà, moi je trouve qu'il faut faire ça. Et il n'a pas osé me dire non. Il m'a dit, c'est trop cher. Voilà. Il faut enlever 20 millions de francs de l'époque, 3 millions d'euros. J'ai dit, mais c'est pas possible. Donc je lui ai proposé... j'ai réfléchi pendant 2 heures, j'ai marché en long dans le parc Monceau, et je suis revenu, je lui ai dit, voilà, j'ai une idée. Tu trouves qu'il y a 3 millions d'euros à couper? Moi, je te propose d'en rajouter 3, au contraire, en plus, et je te fais 2 films. Et il était tellement estomaqué il m'a dit, oui, mais il faut faire une fin qui amène au deuxième. J'ai dit, mais il y avait eu un film de Fritz Lang qui s'appelait Le Tigre du Bengale, et Le Tombeau hindou, qui avait été fait en 2 volets comme ça, et ça se faisait beaucoup dans les années 30, donc j'avais dit on pourrait faire ce truc-là. Et bon, il m'a dit oui, enfin il l'a pas fait, et il a même dégoûté Gaumont de le faire, puisqu'à un moment donné on m'a dit on va faire autre chose, vous allez écrire autre chose. Bon. Et je lui ai dit, écoutez, lisez votre contrat. Vous avez, en Amérique, on appelle ça un first look, un regard. Vous avez le droit à un regard sur le scénario, une priorité. Donc je dis, c'est pas grave, je vais aller voir Claude Berry, Clavier va aller voir Christian Fechner. Et si ils veulent pas, alors on en reparlera, mais pour l'instant, non. Et le patron de Gaumont à l'époque, qui était Patrice Ledoux, m'a appelé le lendemain pour me faire, écoute, tu veux... je t'invite à déjeuner. Il m'avait invité à déjeuner dans un restaurant étoilé. J'ai dit, ça c'est bon signe, parce que généralement, on vous invite dans les restaurants étoilés, donc chers, que s'il y a une suite. Parce que si c'est pour vous dire non, on vous invite même pas, on vous offre un McDo. Voilà. Et donc, là, il m'a dit, tu veux vraiment faire ça? Alors j'ai dit oui. Il m'a dit, alors... on y va, mais il faut enlever un peu d'argent. Alors on a coupé des scènes mais moi j'y croyais dur comme fer, parce que c'est la réaction de Clavier qui m'a.
je ne sais pas comment dire, la chance d'avoir comme partenaire des acteurs aussi marrants, qui ont le sens de l'humour, qui ont le sens des sujets, fait que s'ils éclatent de rire quand on leur propose quelque chose, c'est bon signe. C'est mieux que l'expertise d'un mec en col gris, soi-disant décideur d'un grand studio, qui généralement rit quand il se brûle. Oui, en tout cas, non seulement ils ont ri, mais des millions de spectateurs ont ri. Et il y a beaucoup d'anecdotes dans ce livre à propos des visiteurs que je vous recommande. Et ce livre, on va en parler à travers une autre date, la date de sortie, le 11 avril 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Marie Poiret. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-Marie Poiret. Pour ce livre, Rire est une fête, qui est sorti le 11 avril 2024, on a commencé à parler de vos souvenirs. Il y en a beaucoup dans ce livre. D'abord, pourquoi avoir écrit aujourd'hui ce livre, Jean-Marie Poiret ? J'ai écrit ce livre d'abord parce que je deviens vieux et donc à un moment donné, je crois que je me souviendrai plus de rien. Donc c'était le moment ou jamais. Mais c'est un truc qui me... C'est la répétition, parce que bon, quand on va dans des dîners, on fait des dîners avec des gens, et évidemment, à un moment, on vous pose des questions, on vous raconte, les gens aiment certains films, vous posent des questions sur d'autres, vous demandent plein de choses, et moi, je suis assez bavard, donc je raconte, et en général, je vois les gens qui roulent à terre de rire, donc je me dis quand même, il y a un potentiel. Et c'est d'ailleurs, en réalité, mon ami Sylvie Testu, avec qui je dîne un soir, et qui, je sais pas comment c'est venu, je raconte 2-3 histoires, elle était pliée, et elle me dit, mais tu devrais écrire un bouquin, parce que c'est vraiment marrant, voilà. Alors, ça a fait son chemin dans ma tête, et comme j'ai beaucoup noté des souvenirs, j'ai toujours des petits calepins, je note les bêtises des gens. Si quelqu'un sort une ânerie, si une anecdote, je peux l'avoir notée. Après, je paume les calepins, ça c'est autre chose. Bon. Mais enfin, brusquement, je me suis dit, ben voilà, je vais faire ça. Et j'y ai pris, je dois dire, beaucoup de plaisir. C'est un travail fou, parce que je ne me suis pas du tout rendu compte au départ de problèmes de taille. Voilà, donc, parce que quand on écrit, j'avais une copine qui était journaliste, je me souviens, ça me tuait, elle travaillait pour le Nouvel Observateur, et on lui disait, il y a 3 feuillets, alors c'était calibré, il y avait un carré comme ça, on écrit dedans, on peut pas changer l'endroit où ça commence, on peut pas changer la police, donc évidemment quand on arrive au bout des 3 feuillets, c'est fini. Donc, j'aurais dû faire ça pour écrire le livre, parce que moi, j'ai commencé sur une page comme ça, blanche, sur un ordinateur, avec une écriture petite. Et puis, à un moment, je me suis dit, mais combien ça fait de pages, ça? Alors, j'ai commencé à prendre un bouquin, j'ai compté toutes les lignes, j'ai compté tous les caractères. J'en ai pris 2-3, j'ai fait comme ça, j'ai fait une moyenne des 3. Et alors, j'ai rentré le nombre de lignes, et j'ai rentré le truc sur mon machin, puis ça a mouliné. Brrr, et puis, je vois écrit 1150. Alors, j'ai dit, oh là là, ça va pas le faire. Donc j'ai tout repris à la base et j'ai écrit ce livre qui est un peu plus condensé. Ouais. Mais vous pourriez faire un tome 2 tellement c'est drôle. Oh, je peux faire un tome 2, 3, 4, 7, 8, 9 et 12. Ne vous gênez pas. Alors, la préface est Christian Clavier, parce que Christian Clavier, c'est une vraie amitié de 30 ans pour vous, Jean-Marie Poiret. Oui, c'est une amitié, c'est une complicité. D'abord, on avait une société de production ensemble, qui a produit Les Visiteurs d'ailleurs, et qui a produit Les Visiteurs 2 et Les Anges Gardiens. C'est une rencontre. Christian a 2 qualités pour moi. D'abord, c'est un acteur de génie. Donc ça, c'est quand même très important. Il peut transformer une réplique médiocre comme OK en un truc légendaire. Et puis, c'est un grand auteur et qui a le sens des sujets. Parce que il y a beaucoup de gens qui ont un petit peu le sens de la réplique, comme ça, mais ça fait des rires fugitifs. Et si on veut rester dans la durée, il faut raconter des histoires. C'était un producteur qui s'appelait Ariane Mouchkine, qui était un très très grand producteur français du XXe siècle. On lui avait dit qu'est-ce qu'il faut pour faire un film. Il avait dit l'histoire, et puis l'histoire, et puis l'histoire. Donc c'est ça la base. Et donc Christian est un grand auteur, un grand partenaire. On échange des idées, et puis on a une complicité. On a une complicité de moqueurs. On est des vauriens.
Alors, il se trouve que Les Anges Gardiens dont vous parlez, ça vous a permis de rencontrer... C'est mieux éclairé que ça. Parce que j'ai dit, nous sommes des vauriens. Oui. Il n'y a pas de faute de français dans mon livre. Non, non. Dans ce film Les Anges Gardiens, et là, c'est un passage irrésistible dans le livre, vous évoquez un Gérard Depardieu qu'on ne connaît pas forcément, qui a accepté de tourner, et qu'en plus qui a tenu parole parce qu'il a perdu 20 kilos. Mais vous avez découvert un Gérard Depardieu, quand on parle d'un ogre, c'est au-delà de cela, Jean-Marie Poiret. Ben, c'est tout et son contraire. Gérard est un phénomène. Et je m'en méfiais un petit peu parce que c'est lui qui m'a proposé de travailler. Il m'a réveillé un matin pour me dire je voudrais faire un film avec vous. Donc c'est une chance qu'on ne refuse pas, parce que c'est un des plus grands acteurs de tous les temps, donc c'est un acteur immense. Mais en même temps, j'avais compris que c'était un phénomène. Donc je me suis beaucoup renseigné sur lui. Et d'ailleurs, je m'empresse de dire, parce que j'ai lu un truc qui m'a exaspéré dans le journal hier, dans lequel une jeune actrice dit « Tous les producteurs savent ou savaient que Depardieu est un prédateur ». Quelle affirmation péremptoire, gratuite et mensongère. Personne ne m'a jamais dit ça, alors que je me suis renseigné. On m'a expliqué qu'il buvait comme un malade, qu'il sortait des obscénités, qu'il pouvait piquer ses costumes, qu'il s'en allait au milieu des prises, qu'il était un enfant gâté, en fait, du cinéma. Bien sûr. Moi, donc, la première rencontre avec lui, j'ai dit, je vais tout de suite taper un coup de poing sur la table. J'ai été très aimable, très flatteur, au-delà de flatteur. Parce que moi, j'ai dit à propos, et j'ai commencé de manchette, parce que je me suis dit, il faut qu'il sache qui est le patron. Je veux pas souffrir. Voilà. Donc, moi, quand je sens qu'il y a un problème, je suis un peu suicidaire là-dessus. Je fonce dans le tas parce que ça passe ou ça casse. Voilà. Et on a eu des rapports absolument merveilleux. Ça n'empêche pas qu'il a essayé de me piquer mon décor pour l'emmener dans son château. Oui, alors, il vole les décors et les costumes. Oui. C'est un point commun avec Jean-Luc Godard qui est kleptomane d'ailleurs. Oui, d'accord. Mais alors, sauf que, alors, ce qui est très très drôle, c'est qu'il s'est trompé de décor. C'est-à-dire que, alors c'est incroyable parce qu'il a piqué le décor du film d'en face. Donc la police est venue pour m'arrêter en disant vous avez piqué le décor. J'ai dit vous foutez de moi, pourquoi j'ai rien à foutre de votre décor. Bon. Et c'est un machinot sur mon film, il a fait « Monsieur Poiret, je peux vous parler ?» Vous savez, c'est Monsieur Depardieu, il est venu avec un camion ce matin. Ils ont tout embarqué. Donc j'ai déboulé au maquillage, je lui ai dit « Gérard, t'as piqué le décor ?» Mais non, pas du tout. Mais je dis « Si, t'as piqué, mais t'as piqué le décor du film d'en face. » « Ah bon, c'est pas le tien ?» Mais j'ai dit « Mais non. » « Ah merde !» Alors il a rappelé « Allez, revenez les gars, c'est gouré !» Donc mais il vole les décors, ça je savais pas. Mais il vole le décor du film d'en face. Et alors là où il est absolument désarmant, c'est que je lui dis mais si j'ai bien compris, si ça avait été mon décor, ça te gênait pas de me piquer. Et il a ri. Il rit comme un enfant. Et on lui pardonne tout parce qu'il a un charme fou. Mais il y a même un jour un buffet avec des petits fours, et là, ça a été terrible. Ah oui, c'est-à-dire qu'on tournait dans un avion, et c'était supposé être la première classe, et donc Air France, très gentiment, m'avait prêté un avion, donc on était garé au fin fond de Roissy, sur une piste égarée, c'est-à-dire très très loin, c'était très compliqué pour moi. Et donc le matin, on faisait évidemment le plein de petits fours, et puis à un moment donné, en plein milieu d'une prise, alors qu'on jouait la comédie, je vois passer une hôtesse avec un plateau sur lequel il y avait deux malheureux petits fours qui se battaient en duel. Donc je découpais, j'ai dit mais c'est quoi ce plateau? J'ai dit par rapport à Air France, je peux pas avoir, je veux dire bon, si moi je suis le mec d'Air France, je vois passer une fille avec deux petit four et un papier vide. Je me dis, c'est pas possible. Donc, l'accessoiriste me dit, mais, je lui dis, mais vous remplissez le plateau. Venez par là. Alors, il me fait venir, il me fait, c'est Gérard ce matin. Il est venu, il a mangé tout le frigo. Bon. Et en plus, il vous a fait un sale tour un jour. Il avait des papiers, il n'avait pas pris son texte. Il apprenait jamais son texte. Alors, mais je crois que maintenant qu'il a une oreillette, on lui dicte. Mais alors il faisait un truc qui est absolument fou, c'est que je voyais pas trop ce truc-là. C'est-à-dire que le matin, il arrive avec des papiers et il colle les papiers sur son partenaire d'en face avec son texte. Bon.
Et un jour, je le vois, donc j'avais gueulé, j'avais dit, je veux pas que tu mettes tes papiers. Alors, il finasse. C'est un type brillant, très intelligent, et un acteur formidable. Il peut vous emmener n'importe où, il vous raconte n'importe quoi, il part. Donc, à un moment donné, je le vois faire un espèce de truc pratiquement de l'acteur studio. Il se met dans un coin de l'avion, il prend une tête renfrognée, il s'appuie sur la paroi. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu me fais l'acteur studio? Mais non, pourquoi? Mais j'ai dit, c'est quoi cette mimique? C'est quoi? Et puis je vais voir, puis je vois sur le fauteuil, il avait mis tout le texte. Donc j'ai dit, mais il avait refusé là, il avait été le mettre ailleurs. Donc j'ai pris tout le texte, j'ai tout déchiré. Mais c'est con, quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? C'est con! Bon, alors j'ai dit, mais écoute, apprends ton texte. Bon, mais j'ai pas le temps, ça va, on va perdre 1 heure. Ben, j'ai dit, mais on perdra 1 heure, ben, tu sauras ton texte. Alors il est parti. Cet enfoiré m'a fait pour arrêter 2h30. Bon, pour me punir, il est revenu et il était un génie. Et je lui ai dit, tu vois, quand tu sais ton texte, tu es un génie. Parce que tu es libre, tu peux exprimer tes sensations. Et c'est là, quand tu lis, t'es un peu moins bon, quoi. Alors moi, je me souviens de La Bête de la Jungle, qu'il jouait au Théâtre de la Madeleine avec Fanny Ardant. Il avait une oreillette, bien sûr. Et un jour, à la fin du spectacle, l'oreillette tombe en panne. Il pense que le spectacle est fini. Il est sorti. Fanny Ardant a fait les 5 dernières minutes toute seule. C'est extraordinaire. C'est typique de Gérard. C'est typique de Gérard. J'ai aussi appris quelque chose dans ce livre, Jean-Marie Poiret, c'est que vous ne reconnaissez pas les gens, vous n'êtes pas du tout physionomiste, et un jour vous avez confondu Gégé Junior avec un autre artiste. Ah oui, j'avais un copain qui s'appelait Gégé Junior, qui malheureusement est mort, et qui était un petit acteur avec une frange, qui avait fait un disque, qui jouait dans l'hôtel de la plage de Michel Lang, un petit rôle. C'est comme ça que je l'avais connu, on était devenus copain, enfin bon, sans plus. Et puis un jour, je suis tombé sur lui alors, il avait fait un 45 tours. Et qui n'avait pas du tout marché. Ça avait été un gros flop, 145 tours. Je sais pas s'il en a fait 1 ou 2, mais enfin, il avait fait des trucs comme ça marchait pas. Et puis un jour, au studio de Billancourt, à la cantine, je tombe sur lui, donc je l'embrasse, je lui dis, comment tu vas? Il me dit, et toi? Ben, je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Ben, il me dit, mais je fais la promo pour mon disque. Alors j'ai dit, t'as fait un nouveau disque? Alors, un peu étonné, il me fait, oui, j'ai fait un nouveau disque. Ah, ben je dis, c'est formidable, je suis vachement content pour toi. Et puis il me dit, parce que derrière, il y a un studio où on fait des clips, et on fait un clip là-bas. J'ai dit, c'est quoi, c'est un 45 tours 45 tours? Il me dit, non, c'est un album. Ah, j'ai dit, t'as fait un album, tu vas faire un album? Ah, mais c'est fantastique de faire un album. Ah, j'ai dit, vraiment, je suis content pour toi. Bon. Et je vois, plus ça allait, puis je vois le mec un petit peu étonné, bon. Et puis, très bien, je le quitte, parce que j'ai senti un malaise à un moment. J'ai dit, bon, ben écoute, à bientôt. J'ai rejoint mon équipe de montage. Et quand je suis arrivé, mon monteur m'a fait, ah, tu es très copain avec Téléphone. C'était Jean-Louis Aubert, au top de sa gloire, à qui tu fais un album? Mais c'est incroyable, formidable. Alors, je pense qu'il a dû... C'est peut-être dit que je voulais le vanner ou que j'étais un salopard, bon, comme ça. Mais en fait, je l'avais pas reconnu. Voilà. Alors, il y a aussi une autre chose dans ce livre, on apprend plein de choses. C'est l'incident diplomatique que vous avez provoqué un jour avec une statue et Margaret Thatcher. Oui. Je dis d'ailleurs, c'est Margaret Thatcher dormait dans ma chambre. Parce que, ce qui est vrai, parce que c'est le début du chapitre. Margaret Thatcher dormait dans ma chambre. Mais en fait, parce qu'on m'a viré de ma chambre pour mettre Margaret Thatcher à la place. Bon. Et moi, je faisais une cascade. Je devais faire une cascade. C'est pas moi d'ailleurs qui l'ai tournée, c'est une deuxième équipe. Et j'avais trouvé un décor qui me plaisait beaucoup. Et les Chinois m'ont refusé ce décor à Hong Kong. C'est pas possible parce qu'on inaugure une statue pour Margaret Thatcher pour la remercier d'une négociation qu'elle avait faite, brillante d'ailleurs, qui n'ont d'ailleurs pas été suivies des faits. Mais donc il l'adorait parce qu'elle avait obtenu de garder le dollar de Hong Kong, 50 ans de liberté de la presse. Enfin, c'était très bien démerdé. Et donc il y avait cette statue. On m'a dit c'est pas possible. Alors j'ai dit écoutez, je vais protéger votre statue. On va mettre une énorme benne. On va remplir cette benne de pierre. On va mettre derrière une deuxième benne bourrée de pierre. Il y en aura pour des tonnes et des tonnes. Et donc le camion qui va heurter le truc, ça sera bloqué par la benne. Bon. Donc, ils m'ont dit très bien. Alors, et puis
Puis on m'a téléphoné pour me dire, il y a un petit pépin. Alors je sais pas quoi, le cascadeur chinois, demi-débile, il devait écraser une cabine téléphonique contre la benne. Bon, c'était suffisant. Après, le metteur en scène a crié, coupé. Bon. Et lui, on ne sait pas pourquoi, a reculé, et puis il a réavancé, et puis il a reculé, il a réavancé. Il dit, mais arrêtez. Alors, la première benne a tapé dans la deuxième, qui était sur un terrain un peu glissant, et l'autre est parti comme une luge avec 5 tonnes de cailloux, et est allé pulvériser la statue de Margaret Thatcher qui était en miettes. Donc le soir, en dehors de risquer d'être condamné à mort, parce que même si c'était encore la Chine non communiste, c'était pas marrant, bon, j'ai eu une convocation, et on m'a dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous êtes dans le cinéma, vous allez pouvoir remplacer la statue. Mais mon décorateur me dit, pendant la nuit, qu'est-ce que tu veux faire? Bon, non, on peut essayer de la réparer. Oui, parce qu'elle vient l'inaugurer demain. Alors, le lendemain, Margaret Thatcher est arrivée, et à sa grande stupeur, il y avait une statue pratiquement à 150 mètres, bon, et elle était sur un truc. Quand elle a acheté le truc là pour retirer le voile, bon, etc., c'était une poulie qui faisait 150 mètres, bon. Elle est arrivée, elle a retiré, tout le monde a applaudi. Bon, et alors elle a dit, j'aimerais bien aller la voir de près. Et ils ont dit, on n'a pas le temps là, parce qu'on a eu une réunion à la mairie. Et là, excusez-nous, Madame le ministre, mais c'est pas possible, etc. Puis les Chinois, ils n'aiment pas perdre la face. Donc, alors elle est partie, elle a regardé sa statue comme ça en disant que. Et heureusement qu'elle n'a pas été voir de près, parce que c'était rafistolé avec du scotch. Ils avaient tout remis avec du scotch et ils avaient mis un peu de peinture verte, de faux bronze, comme ça. C'était une horreur. Alors maintenant, comme les Chinois n'ont finalement pas respecté leur accord avec Thatcher, je pense que la statue est à la baille depuis longtemps. Il y a énormément d'anecdotes dans ce livre, Rire est une fête. Moi, j'en pleure tellement, on rit. Vraiment, écrivez la suite, écrivez d'autres livres, Jean-Marie Poiret, parce que Rire est une fête, chez Michel Lafon, d'ailleurs, j'ai vu, il était numéro 1 des ventes chez Amazon, et vous avez encore plein de choses à raconter. N'hésitez pas, et vous reviendrez dans les Clés d'une vie pour en parler. Avec plaisir, Jacques, parce que c'est toujours un plaisir. Et réciproquement, les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.